83% des Français qui partent à la retraite aujourd'hui vont se retrouver sans argent avant de mourir. L'argent s'épuise, la vie continue, et les comptes ne s'équilibrent pas. Je ne parle pas de ceux qui ont fait de mauvais choix, de ceux qui ont trop dépensé, des irresponsables. Je parle de 83%, de la grande majorité. Et je ne suis pas ici pour vous rendre confortable avec ce chiffre. Je ne suis pas ici pour l'envelopper dans un langage doux et vous dire que tout ira bien si vous serrez simplement un peu plus la ceinture. Je suis ici pour vous dire la vérité, parce que la vérité est la seule chose qui ait encore une valeur réelle dans un monde noyé sous le bruit et les promesses qui ne se tiennent jamais. Je m'appelle Marc, j'ai 60 ans. J'ai plus d'argent aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. Et je ne travaille plus dans un emploi traditionnel depuis plus d'une décennie. Je ne vous dis pas cela pour me vanter. Je n'ai genuinement plus rien à prouver à personne. Je vous le dis parce qu'il y a 12 ans, j'étais assis dans le cabinet d'un médecin en train d'entendre que ma tension artérielle était dangereusement élevée, que mon niveau de stress était hors de contrôle, et que si je ne faisais pas un changement sérieux immédiatement, j'aurais un infarctus avant mes 55 ans. Et dans ce moment-là, regardant le plafond de ce cabinet médical, j'ai réalisé quelque chose qui m'a secoué jusqu'aux os. J'avais passé 30 ans de ma vie à construire une retraite que je ne vivrais peut-être jamais pour profiter. J'avais tout fait bien. C'est précisément ce qui rend cette conversation si douloureuse. J'avais absolument tout fait ce que la société m'avait ordonné de faire. Je m'étais diplômé avec mention, j'avais pris le poste de cadre sécurisé, j'avais mis la cravate chaque matin. J'étais arrivé tôt et reparti tard. J'avais souri aux bonnes personnes et gardé le silence quand je n'étais pas d'accord. J'avais cotisé à la retraite par répartition chaque mois comme un soldat discipliné suivant des ordres qu'il n'avait jamais songé à remettre en question. J'avais souscrit en plus une assurance vie, un plan d'épargne retraite, et j'avais consciencieusement mis de côté dans un PER individuel parce que tout le monde me disait que c'était le complément raisonnable, le complément responsable à la retraite obligatoire. J'avais engagé les conseillers financiers avec leurs diplômes encadrés sur le mur, leurs poignées de main fermes et leurs sourires rassurants. Je leur avais fait confiance entièrement. Je les avais laissés gérer mon avenir pendant que je m'enterrais dans des rapports trimestriels, des évaluations de performance et dans l'engrenage implacable du rêve de quelqu'un d'autre. Chaque année, je me disais la même chose. Encore quelques années, Marc. Encore quelques années et tu pourras respirer. Tu pourras voyager. Tu pourras passer du temps avec tes enfants pendant qu'ils veulent encore être avec toi. Tu seras présent. Tu vivras vraiment. Mes enfants ont grandi pendant que j'étais enfermé dans des salles de réunion à La Défense. Ma fille a appris à faire du vélo sans que je sois là. Mon fils a passé son baccalauréat et j'ai failli rater la cérémonie à cause d'un dîner d'affaires avec un client dont, je vous le jure, je ne me souviens même plus du nom. J'ai sacrifié des milliers de moments irremplaçables sur l'autel d'un plan de retraite que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'examiner avec des yeux clairs et honnêtes. J'ai fait confiance au système. J'ai fait confiance à la sagesse conventionnelle. J'ai fait confiance à l'idée que si l'on travaillait suffisamment dur pendant suffisamment longtemps, que l'on épargnait avec discipline et que l'on restait sur le droit chemin, on arriverait un jour à cette destination dorée appelée la retraite, et que tout ce qu'on avait sacrifié vaudrait finalement la peine. J'y ai cru de toutes mes forces, et j'avais complètement tort. Le moment où j'ai compris à quel point je me trompais n'est pas venu d'un seul coup. Il est venu par fragments, comme arrivent toujours les vérités les plus dévastatrices. Tout a commencé avec cette consultation médicale. Puis cela a continué environ 8 mois plus tard, quand je me suis finalement assis, vraiment assis, pour regarder à quoi allait ressembler ma retraite en réalité. Pas la version optimiste que mon conseiller financier me présentait avec ses graphiques bien produits et ses projections assurées. La vraie version. Celle où l'inflation n'est pas à 2%, mais à 3,5%, ou 4%, ou 5%, ou cette inflation invisible qui ronge spécifiquement le pouvoir d'achat de ceux qui ont plus de 60 ans parce que leurs dépenses changent radicalement. Les médicaments à usage continu que l'on ne prenait pas avant.
la mutuelle santé senior qui explose au moment précis où l'on en a le plus besoin. Parce que voilà ce que personne ne vous explique avec la clarté qui s'impose quand vous signez votre premier contrat d'épargne à 45 ans. Les mutuelles santé appliquent des majorations de cotisation considérables à partir de 60 ans. Et ces majorations ne font que s'accélérer avec chaque année supplémentaire. Ce que vous payez aujourd'hui pour votre couverture santé peut doubler, voire tripler, exactement au moment où vos revenus s'effondrent. Et la retraite par répartition. Ce système auquel nous avons tous cotisé pendant des décennies en croyant qu'il nous porterait, le taux de remplacement réel pour un cadre en France est bien inférieur à ce que les brochures officielles laissent entendre. Quand on calcule honnêtement la chute de revenus entre le dernier salaire et la première pension, on parle souvent d'une perte de 40, voire 50% du revenu mensuel. Et si vous partez avant l'âge légal, les décotes s'accumulent de façon permanente sur votre pension pour le reste de votre vie. Des décotes dont personne ne vous parle vraiment lors des réunions d'information sur la retraite, parce que ces réunions sont conçues pour vous rassurer, pas pour vous armer de vérités inconfortables. Et avec les réformes successives, l'âge pivot repoussé, les règles de calcul modifiées, ce qui était promis à votre génération ne sera tout simplement pas livré dans les termes que vous aviez imaginés. Ce n'est pas une opinion politique, c'est la mécanique démographique et financière d'un système conçu dans un monde qui n'existe plus. Je me souviens de cette nuit avec une clarté absurde. J'avais tout imprimé sur papier, absolument tout. Le solde de l'assurance vie, la projection de la pension par répartition avec les différentes décotes possibles, le coût estimé de la mutuelle santé pour 2 adultes arrivant dans leur 8e décennie, avec ces majorations progressives dont personne ne vous alerte quand vous avez la santé et la jeunesse, le coût ajusté à l'inflation du style de vie que je voulais réellement avoir. Pas le minimum, pas simplement survivre, mais vivre vraiment, avec des voyages, de la présence, de la qualité. Et quand j'ai tout additionné honnêtement, sans les filtres roses bonbons que mes conseillers semblaient toujours avoir sous la main, le trou était terrifiant. Pas préoccupant, pas inquiétant, terrifiant. Après 30 ans à tout faire correctement, je me retrouvais face à une retraite qui m'obligerait à renoncer à presque tout ce que j'avais construit en moins de 10 ans, si j'avais la malchance de traverser un événement médical sérieux, ou si l'inflation continuait au rythme où elle s'était accélérée, ou si les marchés décidaient d'avoir un de leurs effondrements périodiques exactement au pire moment pour moi. 3 choses, dont chacune n'était pas seulement possible, mais historiquement probable. 3 choses pour lesquelles le modèle traditionnel de retraite en France n'a tout simplement pas de vraie réponse. Je suis resté assis à ma table de cuisine jusqu'à 2 heures du matin ce soir-là, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ma jeunesse, quand je n'avais ni argent ni perspective. J'ai ressenti de la peur. Et en dessous de la peur, j'ai ressenti quelque chose d'encore pire. Je me suis senti trahi. Pas par une personne ou une institution en particulier, par un récit. Par une histoire qu'on m'avait racontée toute ma vie sur le fonctionnement du monde, ce qu'est la sécurité et ce qu'une bonne vie exige d'un être humain. J'avais suivi cette histoire avec une fidélité absolue, et elle m'avait amené à une table de cuisine à 2 heures du matin, avec peur de mon propre avenir. Cette peur aurait pu me briser. Pendant un moment, honnêtement, elle a failli. Mais quelque chose en moi, une partie têtue et profondément inconfortable de mon caractère, a refusé de l'accepter. Je n'avais pas passé 30 ans à construire de la discipline, de l'expertise et la capacité à lire un marché et à comprendre ce qui crée de la valeur, pour m'asseoir dans un fauteuil et regarder mes options s'évaporer. J'avais 60 ans, je n'étais pas mort. Et je veux que vous reteniez cela parce que c'est d'une importance immense. La société a une manière très insidieuse de traiter la soixantaine comme si c'était le début de la fin. Comme si, au moment où vous franchissez ce seuil, vous deviez commencer à réduire vos ambitions en même temps que votre appartement, à accepter la limitation comme de la sagesse, à confondre la prudence avec la couardise et la peur avec la maturité.
Et je refuse ce cadre de manière absolue et définitive. 60 ans, ce n'est pas le début de la fin. 60 ans, c'est le début de la période la plus riche en actifs de toute votre vie, si vous êtes prêt à regarder honnêtement ce que vous avez réellement. Ce que j'avais, c'était 3 décennies d'expérience professionnelle à comprendre comment fonctionnent les entreprises, comment les gens prennent des décisions sous pression, comment la valeur est créée et détruite, et comment identifier une opportunité avant que la masse ne comprenne ce qui est en train de se passer. Ce que j'avais, c'était un réseau de contacts et de relations qui avait pris 30 ans à construire. Ce que j'avais, c'était un niveau de patience et d'équilibre émotionnel qu'aucun investisseur de 25 ans dans le monde ne peut égaler, parce que j'avais traversé suffisamment de cycles pour comprendre que la panique est toujours la décision la plus coûteuse qui existe dans une salle. Et ce que j'avais, une fois que j'ai cessé de laisser la peur obscurcir ma pensée, c'était la capacité de voir clairement ce qui se passait sur le marché immobilier. Pas dans l'abstrait, pas à travers le prisme filtré d'un conseiller avec une commission à toucher, mais avec la froideur directe de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre en voyant la vérité. Voici ce que j'ai vu. Et je veux que vous compreniez que ce n'est pas une opinion ou une spéculation. C'est de l'arithmétique. Et c'est ce qu'il y a de plus proche d'une certitude dans le monde de l'investissement. La France a un déficit de logement de plusieurs millions d'unités. Pas légèrement en dessous de ce qui est nécessaire, pas légèrement sous-approvisionné. Catastrophiquement, historiquement, structurellement déficitaire en logement. La raison en est connue et bien documentée. Pendant des décennies, le pays a construit bien moins que ce que la demande exigeait. Les coûts de construction ont explosé. Les normes environnementales et urbanistiques ont alourdi les délais et les budgets. Les procédures administratives pour obtenir un permis de construire sont d'une complexité kafkaïenne que tout promoteur vous confirmera. Et pendant ce temps, la demande continuait de croître silencieusement, implacablement, comme une pression qui s'accumule derrière un barrage, tandis que le côté de l'offre restait paralysé par la combinaison de coûts prohibitifs, d'un crédit restrictif et d'une incertitude réglementaire qui est la marque de fabrique de cycles entiers de l'histoire immobilière française. Ce déficit ne disparaît pas parce qu'il est inconvenant. Il ne se résout pas de lui-même parce que les gens préfèrent ne pas y penser. Il s'aggrave. Chaque année où l'on sous-approvisionne un marché avec une demande persistante et structurellement enracinée, on creuse le trou plus profond. Et ce que j'ai également perçu, par-dessus cette fondation, c'était quelque chose qui créait une opportunité que je n'avais jamais rencontrée en 35 ans à observer les marchés respirer. Ce qui s'est passé pendant les années de taux bas a été une ruée vers l'or. Les promoteurs et les fonds, qui flairaient la croissance des loyers déjà en cours, ont lancé des projets en masse. Ils ont commencé à construire des résidences, des logements collectifs et des développements mixtes dans tout le pays, en particulier dans les villes moyennes et les régions côtières qui accueillaient des flux de population massifs en provenance des grandes métropoles surpeuplées et devenues inabordables. Des villes de Bretagne où la qualité de vie était encore préservée. Des communes de la Côte d'Azur et du Languedoc. Des villes du Sud-Ouest où le coût de la vie restait humain et où l'on pouvait encore envisager d'habiter décemment. Tout ce que Paris et Lyon avaient cessé d'offrir depuis longtemps. Et toute cette offre lancée pendant les années d'euphorie a commencé à arriver sur le marché simultanément, créant une perturbation très spécifique, très temporaire et très exploitable. Les loyers se sont aplatis, des concessions sont apparues. Des promoteurs qui s'étaient endettés dans des conditions favorables et qui se retrouvaient maintenant avec des projets à vendre dans une fenêtre de taux encore élevée, étaient sous une pression financière énorme. Certains d'entre eux étaient en situation de détresse réelle. Certains devaient bouger des actifs rapidement, à des prix qui auraient été impensables 2 ans auparavant. Et les acheteurs qui comprenaient ce qui se passait, qui pouvaient voir au-delà de la perturbation temporaire jusqu'à la réalité structurelle en dessous, avaient une fenêtre. Une petite fenêtre, définie, avec une durée limitée pour acquérir des actifs à des décotes que le déficit à long terme allait corriger de manière absolue et inévitable. Je veux que vous vous asseyez vraiment avec ce que je décris, parce qu'il est important que vous compreniez la nature de ce qui est devant vous. Ce n'est pas un tuyau.
Ce n'est pas une promesse de rendement rapide. C'est une convergence de forces structurelles qui a pris 20 ans à se développer, et elle crée un moment spécifique et identifiable où les mathématiques favorisent fortement l'acheteur patient et bien capitalisé qui sait ce qu'il regarde. Le côté de la demande de l'équation ne va nulle part. Un déficit de plusieurs millions d'unités ne se résout pas par 2 ou 3 ans d'activité de construction élevée. Une fois que cette vague de nouvelles offres sera absorbée, une fois que les unités lancées pendant les années d'euphorie se seront remplies de locataires et que le pipeline de nouvelles constructions tombera, parce que les promoteurs ne lancent plus de nouveaux projets au même rythme en raison des coûts de construction plus élevés et d'un crédit plus restrictif, le déficit de logement se réaffirmera avec pleine force. Et quand cela se produira, la pression sur les loyers et sur les prix ne se relâchera pas. Elle s'intensifiera. Ce n'est pas une prédiction basée sur l'espoir, c'est le résultat mécanique d'un déséquilibre entre l'offre et la demande qui est tout simplement trop grand et trop enraciné pour se résoudre autrement. J'ai acheté ma première propriété d'investissement sous cette thèse au milieu de ce qui ressemblait à du chaos. Tout le monde autour de moi était nerveux. Le cycle d'actualité était plein d'avertissements de récession, d'anxiété sur les taux d'intérêt et d'inquiétude sur l'état du marché immobilier commercial. Et tout ce bruit était réel. Je ne le balais pas d'un revers de main. Le secteur de l'immobilier de bureau, dans les grandes métropoles, est dans une situation genuinement difficile. Le télétravail a laissé d'énormes quantités de surfaces vacantes, et ces propriétés font face à une confrontation sérieuse avec leurs créanciers. Les banques se sont rétractées, les ratios de financement se sont considérablement resserrés. Ce conservatisme reflète une vraie préoccupation, mais il crée aussi une vraie opportunité, parce que le même resserrement qui rend les banques nerveuses crée des conditions où les vendeurs en difficulté se multiplient, où des promoteurs motivés apparaissent et où des acheteurs qui ont leur capital bien positionné et leurs réflexions claires peuvent transacter à des conditions qui n'existeraient tout simplement pas dans un environnement de crédit plus sain. Le même conservatisme qui effraie les institutions enrichit l'individu préparé. Ce que je cherchais était très spécifique, et je veux le partager avec vous, parce qu'une stratégie sans spécificité n'est que de la philosophie. Je n'essayais pas de trouver le fond absolu et de vendre au sommet absolu. C'est du jeu habillé en vocabulaire sophistiqué, et je n'y ai aucun intérêt. Ce que je cherchais, c'était 2 conditions existant simultanément sur le même marché. La première condition était un flux de population fort, documenté et continu vers cette ville ou cette région. Pas une projection spéculative, pas une prévision de consultants. Des personnes réelles qui s'y déplaçaient réellement, parce que les facteurs sous-jacents de coût de la vie plus bas, de meilleure qualité de vie, d'emplois en croissance et d'infrastructures en développement les attiraient de façon constante depuis plusieurs années consécutives. On peut mesurer ça. Les données de transfert de résidence fiscale existent. La croissance des inscriptions scolaires existe. L'ouverture de nouveaux commerces existe. Les données racontent une histoire claire sur quels marchés sont genuinement en croissance et lesquels vivent sur une réputation passée. La deuxième condition que je cherchais était une suroffre temporaire dans ce même marché. Des biens immobiliers qui restent sur le marché plus longtemps que les moyennes historiques. Des propriétaires qui font des concessions. 1 mois de loyer offert ici. Les charges payées par le propriétaire pendant 6 mois là-bas. Le type d'incitation que l'on ne voit que lorsque l'offre dépasse momentanément la demande et que les propriétaires ont besoin d'un avantage pour attirer des locataires. Des délais de commercialisation qui augmentent, des prix demandés qui s'assouplissent légèrement. Ce sont les signaux d'un marché temporairement déséquilibré en faveur de l'acheteur. Ces 2 conditions ensemble, une demande structurelle forte et une suroffre tactique et temporaire, sont la combinaison que je chassais. Parce que ce qu'on fait dans ce scénario, c'est acheter une rivière pendant une sécheresse. La sécheresse est réelle, l'inconfort est réel, mais la sécheresse est temporaire, et la rivière coulera absolument à nouveau, parce que la géographie sous-jacente n'a pas changé. La demande structurelle n'est pas une théorie. C'est une certitude mathématique qui découle des mêmes dynamiques de population,
des mêmes pressions migratoires, de la même arithmétique de déficit qui a créé l'opportunité en premier lieu. Mais voici la partie que j'ai besoin que vous entendiez au-delà de la thèse d'investissement, au-delà des courbes d'offres et des données migratoires et des ratios de financement. Voici la partie qui a réellement changé ma vie au niveau le plus profond. Le changement n'était pas principalement financier. Le changement concernait l'identité. J'avais passé 3 décennies à me définir par mon titre de poste, par mon niveau de salaire, par ma position dans une hiérarchie d'entreprise qui ne se souciait pas de moi en tant qu'être humain et ne l'a jamais prétendu. Quand je suis descendu de ce tapis roulant, j'ai dû faire face à quelque chose dont personne dans le monde des finances personnelles ne parle parce que c'est trop inconfortable et trop honnête. Je ne savais pas qui j'étais sans elle. C'est le coût caché de la vie en entreprise qui est omis de chaque conversation sur la planification de la retraite. L'institution ne consomme pas seulement votre temps, elle consomme votre sens de l'identité. Elle vous donne une identité en échange de vos années, et quand l'échange se termine, vous pouvez vous retrouver au milieu de votre propre vie en vous sentant comme un étranger dans un pays dont vous avez oublié comment parler la langue. Le changement d'identité que j'ai opéré était le suivant. J'ai arrêté de me penser comme une personne retraitée. J'ai arrêté d'organiser mon concept de moi autour de l'idée que j'étais quelqu'un qui ralentissait, quelqu'un dont les contributions les plus précieuses étaient derrière lui, quelqu'un qui avait mérité le droit de rapetisser. Et j'ai commencé à me penser comme un opérateur, comme quelqu'un dont l'actif le plus précieux n'était pas un solde sur un compte, mais un ensemble de capacités, une profondeur de reconnaissance des schémas, un réseau de relations, et une capacité à penser clairement sous pression qui a pris 60 ans d'expérience accumulée à développer et qui ne peut pas être répliquée par quelqu'un de plus jeune, quelle que soit son intelligence ou son enthousiasme. Les avantages d'avoir 60 ans sont réels. Ce ne sont pas des prix de consolation distribués pour que les plus âgés se sentent mieux dans leur peau. Ce sont des avantages concurrentiels, réels, structurels, et concret dans le jeu spécifique de l'investissement patient, guidé par l'expérience. J'avais traversé plusieurs cycles de marché complets. Je comprenais viscéralement comment la peur déforme la perception et comment la cupidité opère la même déformation dans la direction opposée. Je pouvais lire un bilan comptable et comprendre non seulement ce que les chiffres disaient, mais ce qu'ils signifiaient dans le contexte d'une décennie d'histoire sectorielle. Je pouvais entrer dans une négociation et rester complètement impassible face aux tactiques de pression et à l'urgence artificielle, parce que j'avais été assis de l'autre côté de la table avec des contreparties difficiles des centaines de fois, et je savais, au niveau cellulaire, que celui qui a le plus besoin de la transaction concède toujours davantage. Ce ne sont pas des compétences triviales. Ce sont exactement les capacités que l'investissement immobilier patient et conscient du cycle récompense le plus généreusement. Et j'avais passé 30 ans à les acquérir dans un domaine complètement différent, sans jamais avoir eu l'intention de les déployer de cette façon. Quand je les ai finalement dirigés vers la construction d'une richesse réelle, durable et résistante à l'inflation selon mes propres termes, les résultats n'ont pas été graduels. Ils n'ont pas été incrémentaux. Ils ont été significatifs, et ils se composaient d'une manière qu'aucune assurance-vie n'avait jamais réussi à approcher. Je vais être très direct avec vous maintenant, parce que le temps de cette conversation tire à sa fin, et je ne veux pas gaspiller ce qui reste sur quoi que ce soit de doux, ou de confortable, ou conçu pour vous faire sentir bien sans vous pousser à agir. Si vous avez la cinquantaine bien avancée ou la soixantaine, et que vous opérez toujours sous l'hypothèse que le modèle traditionnel de retraite va vous prendre en charge de manière fiable, je vous demande d'examiner sérieusement et honnêtement cette hypothèse. Non pas parce que je veux vous effrayer. La peur sans une direction claire dans laquelle se déplacer est complètement inutile. Mais parce que les données sont sans équivoque et que la fenêtre que je décris n'est pas infinie. Le déficit structurel de logement en France est réel, et la volonté politique de le résoudre est essentiellement inexistante. Les schémas migratoires qui reconfigurent quels marchés ont une demande durable sont réels et se poursuivent et s'accélèrent, alors que les pressions d'accessibilité dans les grandes métropoles
ne montrent aucun signe de retournement. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des conditions observables sur le terrain en ce moment même. Et vous, où que vous soyez en écoutant ceci, vous avez quelque chose qui vaut bien plus que vous ne lui accordez de crédit actuellement. Vous avez du temps qui n'a pas encore expiré. Vous avez une expérience qui a pris des décennies à acquérir et qui prend de la valeur plutôt que de se déprécier. Vous avez la maturité émotionnelle pour prendre des décisions depuis un lieu de clarté plutôt que d'anxiété, ce qui est un avantage si significatif en matière d'investissement qu'il est presque impossible à surestimer. Vous avez la capacité d'agir, maintenant même, aujourd'hui, si vous êtes prêt à arrêter d'attendre les conditions parfaites qui n'arriveront jamais et à commencer à travailler avec les conditions réelles qui sont devant vous. Arrêtez d'agir comme si votre vie était en train de ralentir. Arrêtez d'organiser vos ambitions autour de cette hypothèse silencieuse et étouffante que la partie passionnante est derrière vous et que tout ce qui reste est une partie responsable et diminuée. La chose responsable, la vraiment responsable, celle qui honore réellement les 30 ou 40 ans d'efforts et de sacrifices que vous avez déjà investis, c'est d'arrêter de différer votre propre potentiel et de commencer à déployer tout ce que vous avez construit dans quelque chose qui serve réellement votre avenir et l'avenir des gens que vous aimez. Le marché vous dit quelque chose en ce moment même. Il vous dit qu'une convergence de dynamiques d'offres, de pression migratoire et de capital en difficulté a créé une opportunité qui se présente peut-être une fois par décennie. Je suis sur ce marché depuis 35 ans. J'ai vu de multiples cycles venir et partir. Et je vous dis avec une conviction complète et zéro hésitation que ce qui se configure de l'autre côté de cette perturbation temporaire est différent de tout ce que j'ai jamais vu. Le déficit est trop profond. La demande est trop durable. L'inertie politique du côté de l'offre est trop enracinée. Cette situation ne va pas se corriger rapidement, et les personnes qui comprendront cela et se positionneront en conséquence dans les 2 prochaines années vont regarder en arrière dans 10 ans et comprendre avec une clarté parfaite exactement ce devant quoi elles se trouvaient. Vous avez 60 ans où vous y approchez. Vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas à l'épilogue de votre histoire. Vous n'êtes pas dans la partie où vous passez le stylo à quelqu'un d'autre et commencez à regarder depuis les marges pendant que la vie se passe pour des gens plus jeunes, avec plus d'énergie et des horizons plus longs. Vous êtes au début de la version la plus capable, la plus expérimentée et la plus stratégiquement positionnée de vous-même qui ait jamais existé. La question n'est pas de savoir si l'opportunité est réelle. La question est de savoir si vous allez la saisir. Le marché n'attend pas les gens qui sont encore en train de se convaincre qu'ils sont prêts. Il se meut. Il se meut toujours. Et le coût d'attendre sur ce marché, en ce moment, avec ses dynamiques structurelles spécifiques à l'œuvre, va être bien plus élevé que la plupart des gens assis sur la touche ne sont actuellement prêts à calculer. Faites les comptes. Regardez les données. Soyez honnête avec votre plan. Et ensuite, prenez une décision différente de celle qui vous a amené à cette table de cuisine à 2 heures du matin, avec peur d'un avenir que vous méritez de posséder. Le temps, c'est maintenant. Ça a toujours été maintenant. Arrêtez d'attendre.